Dans un petit village celte niché au creux des montagnes d'Écosse, vivait une jeune musicienne nommée Niam. Elle était connue dans tout le village pour sa voix enchanteresse et sa maîtrise exceptionnelle de la harpe. Les villageois disaient que chaque note qu'elle jouait était comme une caresse pour l'âme. Un jour, alors qu'elle explorait une vieille grange abandonnée, Niam fit une découverte extraordinaire. Cachée sous une pile de vieux objets, elle trouva une harpe faite entièrement d'or, scintillante comme les étoiles de la nuit. Elle la prit entre ses mains, sentant une énergie mystique émaner de l'instrument antique. La harpe était ornée de motifs celtiques complexes, et son bois d'or était lisse au toucher. Elle savait que cette harpe était unique, une relique oubliée du passé, mais elle ne se doutait pas de la magie qui dormait en elle. Lorsqu'elle commença à jouer, une mélodie céleste s'échappa de la harpe, remplissant la grange d'une harmonie envoûtante. Les villageois, attirés par la musique, se rassemblèrent pour écouter. Certains pleuraient, d'autres souriaient, mais tous se sentaient transportés dans un autre monde. Alors que Niam jouait, elle ressentit une connexion profonde avec la harpe d'or. Elle comprit que cet instrument était bien plus qu'un simple morceau d'histoire. Il avait le pouvoir de guider les âmes perdues vers l'au-delà. La mélodie qu'elle jouait était une prière, une invitation aux esprits désemparés à trouver la paix. Elle se souvint des légendes racontées par les anciens du village, des âmes qui erraient dans les montagnes, incapables de trouver leur chemin vers l'au-delà. Elle décida d'utiliser le don de la harpe d'or pour aider ces âmes. Elle parcourut les sentiers de montagne, jouant sa mélodie magique chaque fois qu'elle sentait la présence d'une âme perdue. Les villageois la soutenaient dans sa quête, convaincus que sa musique avait un pouvoir réel. Un jour, elle rencontra un esprit errant, une jeune femme dont le destin avait été tragiquement interrompu. La femme était confuse et effrayée, mais en entendant la musique de Niam, elle se calma. Les notes dorées l'enveloppèrent comme une douce étreinte, la guidant vers la lumière. Peu à peu, d'autres âmes perdues se présentèrent à Niam, attirées par le son de la harpe d'or. Elle jouait pour elles, leur offrant le réconfort et la direction dont elles avaient besoin pour trouver la paix. Cependant, cette nouvelle responsabilité pesait lourdement sur ses épaules. Elle avait peu de temps pour elle-même, car les âmes errantes ne cessaient d'affluer. Elle se demandait parfois si elle pourrait continuer à porter ce fardeau. Un soir, alors qu'elle jouait pour une âme perdue particulièrement tourmentée, quelque chose d'inattendu se produisit. La musique de la harpe d'or s'éleva encore plus haut, remplie de chaleur et de lumière. L'âme tourmentée se transforma en une lumière étincelante et monta vers le ciel étoilé. Niam comprit que sa musique avait aidé cette âme à trouver la paix éternelle. C'était un signe que son travail n'était pas vain, que sa mission était noble et nécessaire. Elle décida de continuer à jouer, à offrir aux âmes perdues la chance de trouver leur chemin vers l'au-delà. Les années passèrent, et Niam devint une légende vivante dans son village. On la considérait comme une messagère entre le monde des vivants et celui des morts. Elle jouait la harpe d'or avec grâce et dévotion, offrant son don au service des âmes désemparées. Un jour, alors qu'elle atteignait un âge avancé, la musicienne sentit que son temps sur cette terre touchait à sa fin. Elle avait accompli sa mission, guidant d'innombrables âmes vers la paix. Elle confia la harpe d'or à un jeune musicien talentueux du village, transmettant ainsi le don sacré. Peu de temps après, Niam s'éteignit paisiblement, entourée par ses proches. On dit que lors de son dernier souffle, les notes de la harpe d'or remplirent la pièce, laissant entendre un dernier adieu mélodique. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du chant de la harpe d'or, une histoire de musique, de magie et de compassion, où une musicienne talentueuse découvre le pouvoir de guider les âmes perdues vers l'au-delà. Au cœur des montagnes majestueuses d'Écosse, là où les landes sauvages se dressent telles des géantes endormies, vivent les trois fées des montagnes. Ces êtres mystiques, gardiens des secrets anciens de la région, sont connus pour leur beauté enchanteresse et leur sagesse profonde. Un jour, un voyageur solitaire nommé Alistair se retrouva perdu dans les paysages sauvages de l'Écosse. Les montagnes imposantes semblaient se refermer autour de lui, et il ne savait plus où il se trouvait. Le brouillard dense masquait les étoiles, et il était incapable de trouver son chemin. Alors qu'il errait sans but, épuisé et désespéré, il entendit des voix douces portées par le vent. Les trois fées des montagnes étaient là, observant silencieusement le voyageur égaré. Leurs longues robes scintillaient sous la lueur de la lune, et leurs yeux brillaient comme les étoiles elles-mêmes. La première fée, nommée Maëlie, s'avança vers Alistair. Elle avait des cheveux d'or et des yeux d'un bleu profond. Elle posa une main douce sur son épaule et lui dit, « Voyageur perdu, nous sommes là pour te guider à travers ces terres sauvages. Suis-nous, et nous te mènerons en sécurité. » Alistair, ému par la gentillesse de la fée, décida de les suivre. Les trois fées se mirent en marche, et Alistair les suivit à travers les landes sombres et les forêts mystérieuses.
Leurs pas semblaient glisser sur le sol, et ils avançaient à une vitesse surprenante. Pendant leur voyage, les fées révélèrent à Alistair les secrets anciens de la région. Elles lui parlèrent des légendes des clans celtes qui avaient vécu dans ces montagnes depuis des siècles, de la magie qui imprégnait chaque pierre et chaque ruisseau, et des esprits de la nature qui veillaient sur ces terres. La deuxième fée, nommée Elara, avait des cheveux d'argent et des yeux verts comme les feuilles des arbres. Elle lui montra comment reconnaître les plantes médicinales qui poussaient dans les forêts, et expliquant comment elles pouvaient guérir les maux du corps et de l'âme. Elle lui parla aussi des esprits des arbres, des gardiens silencieux de la forêt. La troisième fée, nommée Isolt, avait des cheveux noirs comme la nuit et des yeux d'un violet profond. Elle lui chanta des chansons anciennes qui semblaient faire vibrer l'air lui-même. Ces mélodies évoquaient des temps oubliés et des histoires de héros et de légendes. À mesure qu'ils avançaient, les montagnes semblaient s'éveiller autour d'eux. Les ruisseaux murmuraient des secrets, les arbres chuchotaient des conseils, et les étoiles brillaient d'une lumière particulière. Alistair se sentait de plus en plus connecté à la nature qui l'entourait. Finalement, les fées le menèrent à un endroit secret, un cercle de pierres anciennes situé au sommet d'une colline. Là, elles lui révélèrent leur plus grand secret. Ce cercle de pierres était un lieu de pouvoir, un endroit où les barrières entre les mondes étaient minces. Les fées lui expliquèrent que ce lieu avait été utilisé par les anciens druides pour communiquer avec les esprits de l'au-delà. Les fées lui demandèrent de fermer les yeux et d'écouter son cœur. Alors, ils commencèrent à chanter ensemble, une mélodie ancienne qui semblait toucher les étoiles elles-mêmes. Les énergies autour d'eux s'intensifièrent, et Alistair sentit une présence bienveillante l'entourer. Quand il rouvrit les yeux, il se trouvait dans un autre monde. Un monde de lumière et de paix, où les esprits de ses ancêtres l'accueillirent avec amour. Il comprit que les trois fées des montagnes l'avaient guidé vers cet endroit, lui permettant de trouver la paix et la connexion avec ses racines. Alistair resta dans ce monde pendant un certain temps, puis retourna dans le monde des vivants, empli de gratitude envers les fées et les montagnes qui l'avaient guidé. Il avait trouvé la paix intérieure et la sagesse grâce à leur gentillesse et à leur magie. Il raconta son histoire au village, mais beaucoup pensèrent que ce n'était qu'un rêve. Seuls ceux qui avaient la chance de croiser les trois fées des montagnes comprirent la vérité de cette aventure extraordinaire. Et c'est ainsi que se termine l'histoire des trois fées des montagnes, une histoire de beauté, de sagesse et de la magie qui réside dans les paysages sauvages de l'Écosse. Le vent balayait les landes sauvages de l'Écosse, apportant avec lui l'odeur de l'océan et le murmure des légendes celtiques. Au cœur de ces paysages mystiques se trouvaient les cercles de pierre, des sites anciens chargés de mystère et de pouvoir. Notre histoire commence lorsque Cathal, un chercheur en archéologie, découvre un de ces cercles en ruine. Cathal était un homme de science, fasciné par le passé, mais il n'avait jamais cru aux légendes celtiques. Cependant, lorsqu'il mit le pied dans le cercle de pierre, il ressentit une étrange sensation, comme si les anciens l'appelaient. Il savait qu'il devait explorer davantage. Il commença ses recherches sur les cercles de pierre, plongeant dans les légendes celtiques qui les entouraient. Il découvrit que ces cercles étaient considérés comme des portails vers d'autres mondes, des lieux de guérison et de divination, et des points de rencontre entre les vivants et les esprits de la nature. Cathal était obsédé par les cercles de pierre. Il passa des mois à voyager à travers l'Écosse pour en découvrir d'autres, à les étudier et à enregistrer leurs mystères. Il apprit à lire les signes et à ressentir les énergies qui émanaient de ces lieux sacrés. Lors d'une de ses expéditions, Cathal rencontra Elide, une femme locale dont la famille avait toujours vécu près des cercles de pierre. Elle lui offrit son aide et ses connaissances, affirmant que les anciens gardiens des cercles avaient choisi Cathal pour une raison particulière. Cathal et Elide travaillèrent ensemble pour révéler les énergies cachées des cercles de pierre. Ils pratiquèrent des rituels anciens, écoutèrent le chant du vent et des oiseaux, et sentirent le pouvoir de la terre sous leurs pieds. Les pierres semblaient vibrer d'une énergie mystique. Un jour, alors que Cathal se tenait au centre d'un cercle, il sentit une force invisible le soulever. Il se retrouva alors dans un monde parallèle, un royaume celtique ancien, où il rencontra des êtres mythiques. Il comprit que les cercles de pierre étaient en réalité des portes entre les mondes. Cathal fut soumis à une série d'épreuves par les anciens gardiens des cercles, des êtres dotés de sagesse et de pouvoir. Il apprit à maîtriser les énergies des pierres, à communiquer avec les esprits de la nature, et à guider les voyageurs égarés. Après un temps qui semblait éternel mais qui n'était qu'un instant, Cathal revint dans le monde réel, porteur de nouvelles connaissances et d'un lien fort avec les cercles de pierre. Il comprit que son destin était de préserver ces lieux sacrés et d'enseigner aux autres les anciennes traditions. Cathal passa le reste de sa vie à étudier, à enseigner et à protéger les cercles de pierre.
Il forma de nouveaux gardiens pour veiller sur ces sites sacrés et préserver la magie celtique pour les générations futures. L'histoire de Cathal est devenue une légende à son tour, transmise de génération en génération. Les cercles de pierre sont toujours là, gardiens silencieux du passé, porteurs de la sagesse celtique. Chacun qui les visite peut entendre le doux chant des pierres, un rappel des temps anciens où les mystères de la nature se mêlent à la magie des anciens. Ainsi se termine l'histoire de Le Chant des Pierres, une aventure fascinante à travers les cercles celtiques. C'est une histoire de découverte, de respect pour la nature, et de transmission de connaissances ancestrales. Les cercles de pierre continuent de chanter, porteurs des secrets des anciens Celtes. Au cœur des Highlands écossais, un groupe d'archéologues passionnés avait entrepris une quête exceptionnelle. Leur objectif était de découvrir les secrets enfouis sous les collines verdoyantes qui avaient vu naître d'innombrables légendes celtiques. Parmi ces chercheurs de trésors du passé se trouvait le professeur Eoin MacLeod, un érudit reconnu dans le domaine de l'archéologie celtique. La rumeur parlait d'une tombe celtique antique, celle du roi guerrier Cormac, dont la légende racontait qu'il avait été enterré avec ses trésors et ses armes, attendant le jour où son peuple aurait à nouveau besoin de lui. Cette histoire avait fasciné le professeur MacLeod depuis son plus jeune âge, et il avait réuni une équipe déterminée pour retrouver le tombeau perdu. Les archéologues avaient passé des mois à étudier d'anciens manuscrits et à interroger les habitants locaux pour rassembler des indices sur l'emplacement de la tombe. Enfin, une vieille légende celtique révéla un indice crucial: sous l'arbre ancien, là où les oiseaux chantent dans la nuit, le roi repose. Guidé par cette énigme, l'équipe se rendit dans les montagnes des Highlands. Là, sous un arbre vénérable aux branches éternellement vertes, ils trouvèrent une entrée dissimulée dans la colline. C'était le moment tant attendu, le moment où ils découvriraient le tombeau du roi guerrier. L'excitation était palpable alors qu'ils pénétrèrent dans la tombe sombre et humide. À l'intérieur, des fresques celtiques ornées de symboles mystiques couvraient les murs. Des artefacts anciens étaient disposés autour de ce qui semblait être un sarcophage de pierre. Le professeur MacLeod, ému par la majesté du lieu, s'approcha du sarcophage. Il était orné de runes celtiques et d'images représentant le roi Cormac dans toute sa gloire. Les archéologues se préparèrent à ouvrir la sépulture, avec le respect dû à un roi antique. Mais au moment où le sarcophage s'ouvrit, une force puissante s'échappa, emplissant la pièce de lumière et de vent. L'équipe recula, choquée, tandis qu'une silhouette lumineuse se matérialisait lentement. C'était le roi Cormac lui-même, son apparition lumineuse flottant au-dessus du sarcophage. Le roi guerrier semblait désorienté, sa voix était faible et vacillante. Il regarda autour de lui, comme s'il venait d'émerger d'un rêve profond et ininterrompu. Son regard se posa finalement sur le professeur MacLeod, qui s'agenouilla respectueusement. Le roi Cormac s'exprima dans une langue oubliée depuis des siècles, mais le professeur MacLeod, grâce à ses recherches approfondies, parvint à comprendre ses paroles. Le roi expliqua qu'il avait été enterré dans cette tombe celtique pour protéger son peuple, et que sa tâche n'était pas encore terminée. Le roi Cormac demanda à être guidé jusqu'à son peuple, qui avait besoin de sa protection. Il avait été réveillé de son sommeil ancestral par la force de l'archéologie, mais il était prêt à reprendre sa place en tant que roi guerrier. L'équipe d'archéologues se mit en route, guidée par le roi Cormac. Ils arrivèrent dans un petit village des Highlands où les habitants étaient en proie à une menace imminente, une bande de pillards sans pitié qui terrorisait la région. Le roi guerrier, avec sa sagesse ancestrale et son courage, élabora un plan stratégique pour défendre le village. Les villageois apprirent de lui à se battre pour leurs terres et à préserver les traditions celtiques qui avaient été perdues au fil des siècles. La bataille qui s'ensuivit fut épique, une lutte entre le passé et le présent, entre la magie celtique et la brutalité moderne. Le roi Cormac, avec sa bravoure légendaire, mena ses troupes à la victoire. Une fois le village sauvé, le roi Cormac remercia le professeur MacLeod et son équipe pour leur aide. Il savait qu'il était temps pour lui de retourner à son sommeil ancestral, mais il laissa derrière lui des enseignements précieux pour le peuple celtique. Le professeur MacLeod et les archéologues étaient témoins de la disparition du roi Cormac, sa lumière se dissipant dans l'air. Ils rentrèrent chez eux, portant avec eux les souvenirs de cette aventure extraordinaire. Le tombeau du roi était à nouveau scellé, mais son histoire perdurerait dans les légendes et les enseignements transmis de génération en génération. Le roi Cormac, le roi guerrier revenu du passé, avait protégé son peuple une fois de plus, et son esprit veillerait toujours sur les Highlands écossais. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du tombeau du roi, une histoire d'archéologie, de magie celtique et du réveil d'un roi guerrier vengeur pour protéger son peuple. Au cœur des Highlands d'Écosse se dressait un vieux château en ruine, dont les murs portaient le poids des siècles.
Ce château avait été le témoin de nombreux événements, bons et mauvais, et ses pierres gardaient des secrets qui attendaient d'être révélés. Parmi les nombreuses histoires qui tournoyaient autour du château, celle de la Dame Blanche était la plus mystérieuse. Le château, jadis majestueux, était maintenant un endroit sinistre. Les habitants des villages voisins évitaient de s'approcher, affirmant que des ombres hantaient ces couloirs déserts et que des voix murmuraient dans le vent. Personne n'osait rester une nuit dans ces murs, sauf les plus courageux, ou les plus téméraires. La légende de la Dame Blanche était connue dans tout le comté. On disait qu'elle était l'esprit d'une femme noble du château, dont le destin avait été tragique. Certains racontaient qu'elle était une épouse délaissée, d'autres prétendaient qu'elle était une fille illégitime du seigneur du château. La seule certitude était que sa présence était terrifiante. Des témoins prétendaient avoir vu la Dame Blanche dans les nuits les plus sombres. Elle apparaissait dans les couloirs du château, vêtue d'une robe blanche immaculée, son visage pâle illuminé d'une lueur surnaturelle. Quiconque la croisait était pris de terreur, car sa seule présence évoquait la douleur et le désespoir. Malgré la peur qui enveloppait le château, quelques chercheurs de vérité avaient tenté de résoudre le mystère de la Dame Blanche. Parmi eux se trouvait Émilie, une historienne passionnée par les légendes et les récits de fantômes. Elle était déterminée à découvrir la vérité derrière la Dame Blanche. Émilie passa des mois à étudier les archives locales, à interroger les anciens et à rassembler des indices sur la vie de la mystérieuse dame. Elle découvrit que la Dame Blanche avait vécu au XVIIe siècle et qu'elle était en réalité la fille aînée du seigneur du château. Son nom était Isabella. Le récit de la vie d'Isabella était poignant. Elle avait été promise à un mariage politique, mais son cœur appartenait à un humble poète du village voisin. Lorsqu'elle refusa d'obéir à son père, elle fut emprisonnée dans une tour du château. La légende racontait que, dans un dernier acte de désespoir, elle s'était jetée du sommet de la tour. Émilie décida de mener des séances de communication avec l'au-delà, espérant entrer en contact avec l'esprit d'Isabella. Elle se rendit au château avec un groupe de chercheurs paranormaux et organisa des rituels pour apaiser l'âme tourmentée de la Dame Blanche. Lors d'une nuit venteuse, au cœur du château, les chercheurs parvinrent à entrer en contact avec l'esprit d'Isabella. Les larmes aux yeux, elle raconta son histoire, sa douleur et son amour interdit. Elle expliqua qu'elle était condamnée à errer dans le château jusqu'à ce que quelqu'un révèle son histoire au monde. Les chercheurs s'engagèrent à raconter l'histoire d'Isabella au monde entier. Ils organisèrent des visites guidées du château, où l'histoire de la Dame Blanche était narrée. Peu à peu, la présence de la Dame Blanche commença à s'apaiser. Finalement, Isabella trouva la paix qu'elle avait tant cherchée. Son esprit se retira du château, laissant derrière lui une atmosphère plus légère. Le château, autrefois hanté par la terreur, devint un lieu de mémoire et de réconciliation avec le passé. Aujourd'hui, le château hanté a retrouvé une certaine sérénité, et la légende de la Dame Blanche est connue non pas comme une histoire de peur, mais comme un rappel de l'importance de comprendre et de respecter le passé. Isabella peut reposer en paix, sachant que son histoire a été révélée au monde. La Dame Blanche n'est plus un esprit tourmenté, mais une gardienne bienveillante de l'histoire de ce vieux château écossais. Au cœur de la forêt irlandaise, là où les feuilles des chênes dansent avec les rayons du soleil, vivait un peuple légendaire, les Leprechauns. Ces êtres minuscules, vêtus de vert, étaient les gardiens de trésors mystérieux cachés dans les recoins les plus reculés de l'île d'Émeraude. Parmi eux se trouvait un léprechaun extraordinaire, le roi Padraig O'Cleary. Padraig était un léprechaun comme nul autre. Il était doté d'une barbe argentée qui brillait à la lumière de la lune et d'une couronne ornée de pierres précieuses. Il régnait sur un trésor légendaire qui faisait l'envie de tous les Leprechauns d'Irlande. Mais plus que la richesse matérielle, le roi Padraig était connu pour sa sagesse et son sens de la justice. Pendant des siècles, les Leprechauns avaient prospéré en gardant jalousement leurs trésors et en évitant les mortels à tout prix. Cependant, un jour, un jeune homme nommé Seamus O'Connell, doté d'un esprit aventureux et d'une fascination pour les légendes irlandaises, décida de braver les interdits. Seamus avait entendu parler du trésor du roi Padraig et était convaincu qu'il pouvait trouver le légendaire Leprechaun pour lui extorquer sa richesse. Guidé par des récits de conteurs itinérants, il se lança dans une quête périlleuse à travers la forêt irlandaise, ignorant les avertissements des villageois qui le mettaient en garde contre les créatures magiques. Au fur et à mesure que Seamus s'enfonçait dans la forêt dense, il se trouva confronté à des épreuves et des rencontres étranges. Les esprits des arbres lui murmuraient des avertissements, les ruisseaux chantaient des chansons énigmatiques, et les fées farceuses l'entraînaient dans des danses tourbillonnantes. Malgré ces avertissements, il persévéra dans sa quête. Enfin, après des jours d'errance, Seamus aperçut le tronc creux d'un arbre, à l'intérieur duquel se trouvait une porte miniature.
Convaincu qu'il était sur la bonne voie, il s'agenouilla devant la porte et frappa 3 fois, comme le voulait la tradition. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant un couloir souterrain menant au repaire du roi Padraig. L'intérieur était éblouissant, rempli de pièces d'or, de bijoux étincelants, et de richesses inimaginables. Au centre de cette chambre se trouvait le roi Padraig lui-même, assis sur un trône doré et orné de gemmes précieuses. Son regard froid se posa sur Séamus, et il lui demanda ce qu'il faisait là. Séamus, intimidé mais déterminé, expliqua sa quête pour rencontrer le roi Léprechaun et obtenir son trésor légendaire. Le roi Padraig écouta attentivement, puis lui dit d'une voix sage, « Les richesses que vous cherchez sont plus grandes que l'or et les joyaux. Ce sont les histoires, la culture et la magie de notre peuple. Ces trésors ne peuvent pas être volés, mais ils peuvent être partagés. » Padraig révéla à Séamus l'importance de préserver l'héritage irlandais, de protéger la nature et de respecter les êtres magiques qui y vivaient. Il lui expliqua que la véritable richesse résidait dans l'harmonie avec la nature et la culture irlandaise, et non dans les trésors matériels. Séamus réalisa alors qu'il avait été guidé par une quête erronée, motivée par l'avidité. Il se repentit sincèrement de son intention de voler le trésor du roi Padraig et promit de changer sa voie. Padraig, impressionné par la sagesse et la rédemption de Séamus, lui donna une poignée de pièces d'or en signe de bénédiction. Le jeune homme repartit du repaire du roi Padraig, transformé par cette rencontre. Il partagea les enseignements du roi avec les villageois et les conteurs itinérants, contribuant ainsi à préserver la culture irlandaise et à protéger la nature. Le roi Padraig continua de veiller sur son trésor, mais il n'avait plus à craindre les mortels avides. La légende de Séamus O'Connell devint un exemple de rédemption et d'apprentissage pour les générations futures, rappelant à tous que la véritable richesse réside dans le respect de la nature et de la culture, et non dans les richesses matérielles. L'histoire du roi Léprechaun et de Séamus O'Connell perdura, transmise de génération en génération comme un rappel des trésors inestimables de l'Irlande. Il y a bien longtemps, dans un petit village irlandais niché au creux des montagnes verdoyantes, vivait la famille O'Reilly. Les O'Reilly étaient une famille simple, aimée et respectée par tous. Leur histoire était aussi vieille que le pays lui-même, et ils étaient fiers de leurs racines irlandaises. Mais leur vie tranquille prit un tournant inattendu lorsqu'ils découvrirent la malédiction qui pesait sur leur famille depuis des générations. Tout commença lors d'une froide soirée d'hiver, alors que la famille était rassemblée autour du feu crépitant. L'aïeul de la famille, le vieux Séamus O'Reilly, commença à raconter une histoire ancienne qu'il avait entendue de son propre grand-père. L'histoire parlait des Tuatha Dé Danann, une ancienne race de dieux celtiques qui avait régné sur l'Irlande bien avant l'arrivée des Celtes. Les Tuatha Dé Danann étaient des êtres puissants, capables de manipuler les éléments et de contrôler la magie elle-même. Ils avaient régné sur l'île verte avec bienveillance pendant des siècles, apportant prospérité et harmonie à la terre. Cependant, les nouveaux dieux étaient jaloux de leur pouvoir et de leur magie. Ils se mirent à craindre que les humains, guidés par les Tuatha Dé Danann, ne les surpassent un jour. Alors, ils décidèrent de se retirer dans l'autre monde, un lieu mystérieux et hors du temps, laissant l'Irlande aux mortels. Avant de partir, ils laissèrent un don empoisonné à l'humanité, une malédiction qui poursuivrait la lignée de ceux qui avaient eu le malheur de croiser leur chemin. La malédiction était simple mais dévastatrice. Elle condamnait chaque génération des O'Reilly à voir ses membres tomber sous le joug des Tuatha Dé Danann. La malédiction se manifestait de différentes manières, que ce soit par des tragédies, des maladies inexplicables ou des pertes tragiques. Les O'Reilly avaient vécu sous cette menace pendant des siècles sans même le savoir. Alors que le récit de Séamus touchait à sa fin, les membres de la famille écoutaient avec incrédulité. Le vieil homme avait toujours été un conteur de légendes, mais cette histoire semblait différente. Son visage ridé semblait empreint de sérieux, et ses yeux brillaient d'une lueur inquiète. Les O'Reilly ne surent comment réagir. Étaient-ils vraiment maudits par les dieux celtiques eux-mêmes? Cette révélation laissa la famille dans un état de choc. Ils commencèrent à se remémorer les tragédies qui avaient frappé leur lignée au fil des siècles, de la grande famine qui avait décimé leur clan au XIXe siècle, aux accidents mortels qui avaient frappé des membres de leur famille. Le père, Liam O'Reilly, était un homme pragmatique. Il décida de ne pas céder à la superstition et d'ignorer cette histoire comme une simple légende. Cependant, sa femme, Moira, et leurs 2 enfants, Sean et Eileen, étaient moins sceptiques. Ils commencèrent à creuser dans l'histoire de leur famille, à la recherche d'indices qui pourraient confirmer ou infirmer la malédiction. Leur recherche les amena dans les archives locales, où ils découvrirent des récits anciens mentionnant la malédiction. Les anciens registres de la famille O'Reilly révélaient également une série de coïncidences troublantes, notamment la fréquence des tragédies qui semblaient s'abattre sur eux. Plus ils creusaient,
plus ils étaient convaincus que la malédiction était réelle. Ils se mirent à craindre pour leur propre sécurité et celle de leur famille. Pourtant, ils étaient déterminés à ne pas céder à la fatalité. La famille O'Reilly décida de chercher un moyen de briser la malédiction qui pesait sur eux depuis des générations. Le père de famille, Liam, s'avéra être un homme de ressources. Il entreprit de consulter des experts en histoire celtique et des chamans locaux pour en apprendre davantage sur les Tuatha Dé Danann et trouver une solution à leurs problèmes. Il était convaincu que s'il pouvait trouver la source de la malédiction, il pourrait la briser. Pendant des mois, la famille se plongea dans l'étude des dieux celtiques, de la mythologie irlandaise et de la magie ancienne. Ils apprirent que les Tuatha Dé Danann avaient laissé derrière eux des objets magiques, des reliques de leur puissance, dissimulés dans le paysage irlandais. Ces objets étaient censés être les clés pour briser la malédiction. Les O'Reilly entreprirent un voyage à travers l'Irlande, visitant des sites sacrés, des grottes mystérieuses et des forêts anciennes. Ils sollicitèrent l'aide de druides et de chamans pour les guider dans leur quête. Chaque lieu qu'ils visitaient les rapprochait de la vérité, mais la malédiction semblait toujours un pas en avant. Pendant ce temps, des tragédies continuaient de frapper la famille. Des maladies étranges et des accidents inexplicables semblaient les poursuivre. Ils se savaient en danger, mais ils étaient déterminés à mettre fin à cette malédiction une fois pour toutes. Au cours de leur quête, ils finirent par découvrir un indice crucial. Dans une vieille légende, il était dit que les Tuatha Dé Danann avaient caché leurs reliques dans les lieux les plus reculés et inaccessibles de l'île, dans des endroits où la magie celtique était particulièrement puissante. L'un de ces endroits mystiques était une île isolée au milieu d'un lac perdu dans les montagnes. Les O'Reilly se mirent en route vers cette île, espérant que c'était là que se trouvait la clé pour briser la malédiction. Ils prirent un petit bateau et naviguèrent à travers les eaux calmes du lac. Lorsqu'ils atteignirent enfin l'île, ils ressentirent une étrange sensation de puissance magique dans l'air. L'île était couverte de bois épais, d'anciens mégalithes et de mystérieux cercles de pierre. Ils se mirent à explorer l'endroit, guidés par leur intuition. Alors qu'ils avançaient dans la forêt, ils entendirent un murmure, comme un chuchotement du vent à travers les arbres. Les O'Reilly se dirigèrent vers le son, et il les conduisit jusqu'à une vieille pierre dressée au milieu d'un cercle de pierres. Cette pierre était couverte d'inscriptions en gaélique ancien, et en la touchant, Liam sentit une énergie puissante qui lui traversa le corps. Il comprit que cette pierre était l'une des reliques des Tuatha Dé Danann, une relique qui détenait le pouvoir de briser la malédiction qui pesait sur sa famille. Cependant, la découverte de la pierre ne passa pas inaperçue. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter l'île avec leurs précieuses trouvailles, ils furent confrontés à une force mystérieuse qui les empêcha de partir. Une voix s'éleva dans leur esprit, une voix sévère et impérieuse qui se présenta comme l'esprit de l'île. L'esprit de l'île les informa qu'ils ne pouvaient pas simplement emporter la relique des Tuatha Dé Danann sans payer un prix. La pierre était protégée par une magie puissante qui avait maintenu la malédiction en place pendant des siècles, et pour la briser, ils devaient accomplir 3 épreuves. La première épreuve consistait à montrer leur respect pour la terre et ses habitants. Ils devaient nettoyer et restaurer les mégalithes anciens de l'île, montrant ainsi qu'ils étaient dignes de la magie des Tuatha Dé Danann. La deuxième épreuve les obligeait à honorer les esprits de la forêt en veillant à ce que la nature reste intacte. Enfin, la troisième épreuve exigeait qu'ils fassent preuve de courage et de détermination pour résoudre un problème qui menaçait l'harmonie de l'île. Les O'Reilly acceptèrent le défi, sachant que c'était leur seule chance de briser la malédiction. Ils se mirent au travail, nettoyant les mégalithes, veillant sur la faune et la flore de l'île, et résolvant les conflits qui menaçaient de perturber la paix de l'endroit. Le temps passa, et au fur et à mesure que les O'Reilly réussissaient les épreuves, l'esprit de l'île devenait de plus en plus bienveillant envers eux. Finalement, après des semaines d'efforts, ils furent autorisés à prendre la relique des Tuatha Dé Danann avec eux. De retour sur le continent, la famille O'Reilly comprit que la malédiction qui pesait sur leur lignée était sur le point de prendre fin. Ils se rassemblèrent autour de la pierre dressée et, avec l'aide d'un druide local, activèrent la magie des Tuatha Dé Danann. Une lumière dorée enveloppa la pierre, et une énergie puissante se dégagea, dissolvant la malédiction qui avait pesé sur la famille pendant des générations. La joie inonda le cœur des O'Reilly alors qu'ils réalisaient qu'ils étaient enfin libérés de la malédiction. Ils remercièrent l'esprit de l'île et rentrèrent chez eux, déterminés à vivre une vie sans crainte de la colère des dieux celtiques. La famille O'Reilly avait surmonté de nombreux défis au cours de leur quête, mais ils avaient réussi à briser la malédiction qui les avait hantés pendant des siècles. Ils savaient que l'héritage de leur famille était désormais un fardeau du passé, et qu'ils pouvaient enfin vivre en paix. Alors que les années passaient, les O'Reilly continuèrent à honorer la magie des Tuatha Dé Danann en veillant sur l'île sacrée et en préservant l'harmonie de la nature. Ils savaient que la magie celtique était une force puissante qui méritait le respect,
et ils étaient déterminés à ne plus faire de peine aux dieux anciens. La malédiction des Tuatha Dé Danann avait été brisée, mais la famille O'Reilly ne l'oublierait jamais. Ils avaient appris que le respect de la nature et de la magie ancienne était essentiel pour préserver l'harmonie dans leur vie et dans le monde qui les entourait. Ainsi se termina l'histoire de la famille O'Reilly, une famille irlandaise qui avait surmonté une malédiction vieille de plusieurs siècles grâce à sa détermination, son courage et sa foi dans la magie ancienne de l'Irlande. Ils vécurent le reste de leurs jours en paix, libérés de la malédiction des Tuatha Dé Danann, et fiers de leur héritage celtique. Il était une fois, dans un temps oublié, une île appelée Bretagne, qui était gouvernée par des seigneurs tyranniques et des querelles incessantes. Le peuple de Bretagne rêvait d'un leader, un roi digne et juste, qui apporterait la paix et la prospérité à leur terre. Ce roi, selon la légende, serait reconnu par une épée légendaire, Excalibur, enchâssée dans une pierre. Seul le véritable roi pourrait retirer l'épée de son socle, et ainsi, il serait couronné monarque. La légende de l'épée Excalibur était connue de tous en Bretagne, mais elle semblait rester une histoire lointaine, un rêve inaccessible. Cependant, le destin avait d'autres plans. Dans un village reculé, à l'orée de la forêt de Brocéliande, vivait un jeune garçon nommé Arthur. Il était le fils d'un simple forgeron, mais il avait des rêves et une grandeur d'âme qui le distinguaient des autres. Arthur était un enfant curieux et intelligent. Il aimait écouter les récits des anciens du village, surtout ceux qui parlaient d'Excalibur et du roi qui viendrait la réclamer. Ses rêves étaient emplis d'aventures épiques, de batailles pour la justice et de la quête de la vérité. Il passait des heures à s'entraîner avec un bâton, imaginant que c'était l'épée légendaire. Il se demandait si un jour, il serait capable de retirer Excalibur de la pierre et devenir le roi tant attendu. Un jour, une annonce retentit dans tout le royaume de Bretagne. Le roi actuel, Uther Pendragon, était mort, et la Bretagne était plongée dans le chaos. Les seigneurs se battaient pour le pouvoir, et il n'y avait personne pour rétablir l'ordre. Une certaine inquiétude régnait parmi le peuple, car ils savaient que la paix et la justice semblaient plus inaccessibles que jamais. Cependant, l'annonce apportait un espoir. Un tournoi était prévu, et le vainqueur du tournoi serait couronné roi de Bretagne. Le tournoi avait été organisé conformément à une vieille prophétie qui affirmait que seul le roi digne serait capable de retirer Excalibur de la pierre. Arthur, le jeune garçon du village, décida de se rendre au tournoi avec l'espoir de voir l'épée et peut-être, juste peut-être, devenir le roi tant attendu. Lorsqu'Arthur arriva au tournoi, il fut émerveillé par la grandeur et la splendeur de la cour royale. Les seigneurs puissants et les chevaliers aguerris se battaient pour le trône, et il semblait impossible que quelqu'un d'aussi humble qu'Arthur puisse avoir une chance. Il regarda les compétiteurs s'affronter dans des épreuves de force et de courage, mais il sentait que ce n'était pas cela qui le mènerait à Excalibur. Pendant ce temps, la pierre contenant Excalibur trônait en silence, au centre de la cour. Elle était immense, imposante, et sa surface lisse brillait d'une lueur dorée. Les yeux d'Arthur étaient rivés sur elle, et il savait que c'était son destin de la retirer. Pourtant, il n'osait pas approcher, se sentant impuissant face à la concurrence des chevaliers plus expérimentés. Le tournoi se poursuivit pendant plusieurs jours, avec des combats acharnés et des compétiteurs qui tombaient les uns après les autres. Finalement, il ne restait que 3 concurrents en lice, Sir Lancelot, le plus grand chevalier de tous, Sir Gawain, un homme courageux et honnête, et Arthur, le jeune garçon du village. La tension était à son comble. Les spectateurs étaient suspendus à leur siège, le vieux seigneur Léo de Grance qui avait organisé le tournoi, attendait patiemment le dénouement. C'est alors qu'Arthur prit une décision audacieuse. Il se dirigea vers la pierre où était enchâssé Excalibur, ignorant les rires et les moqueries des spectateurs. Il posa ses mains sur la poignée de l'épée et, avec un effort désespéré, tira. À la grande surprise de tous, l'épée se dégagea de la pierre avec une facilité déconcertante. Une lueur magique l'entoura, et un silence tomba sur la cour. Arthur se tenait là, tenant Excalibur dans ses mains, la preuve vivante de sa destinée. Le seigneur Léo de Grance, voyant l'accomplissement de la prophétie, s'inclina devant Arthur et le couronna roi de Bretagne. Les autres chevaliers reconnurent la justesse de son règne et acceptèrent son autorité. Sir Lancelot, qui avait été favori pour remporter le tournoi, devint l'un des plus fidèles compagnons d'Arthur, prêt à le suivre dans toutes ses quêtes. Ainsi, Arthur devint le roi tant attendu, et Excalibur était reconnu comme l'arme sacrée de la Bretagne. Il prit le nom de roi Arthur et s'installa à Camelot, où il établit sa cour. Le château de Camelot devint le siège du pouvoir, de la justice et de la chevalerie en Bretagne. Rapidement, le règne du roi Arthur se caractérisa par la justice,
la bienveillance et la générosité envers son peuple. Il réunit les chevaliers les plus valeureux et les plus honorables du royaume pour former la Table Ronde, un groupe d'hommes dévoués à la quête de la vérité, de la justice et de la paix. La quête du Graal, un calice sacré qui symbolisait la pureté et la vérité, devint le défi ultime de la Table Ronde. Arthur fut rejoint par de nombreux compagnons fidèles, dont Sir Lancelot, Sir Gawain, Sir Galahad, et le puissant sorcier Merlin, qui lui prodiguaient des conseils avisés. Sous la bannière d'Excalibur, ils parcoururent le royaume, combattant les tyrans, sauvant les opprimés et défendant les valeurs de la chevalerie. Cependant, malgré son règne prospère, Arthur était hanté par une prophétie sombre. Il avait appris de Merlin que la paix ne durerait pas éternellement et que la trahison grondait au sein de la Table Ronde. La quête du Graal, qu'il considérait comme un idéal de pureté, devint le catalyseur de conflits et de trahisons parmi ses chevaliers. Les tensions grandirent à Camelot, et Arthur fut confronté à des choix difficiles. Sa propre histoire personnelle était marquée par la tragédie, car il découvrit que Mordred, son propre fils, était destiné à être le responsable de sa chute. Malgré l'amour qu'il portait à Mordred, Arthur se trouva contraint de s'opposer à son propre sang pour préserver la paix. Finalement, la prophétie sombre se réalisa. La Table Ronde s'effondra, victime de conflits internes et de trahisons. Mordred et Arthur se retrouvèrent face à face dans une bataille épique, où Excalibur fut brisé. Arthur fut mortellement blessé, et Mordred fut tué. Selon la légende, Arthur fut emmené sur une barque vers l'île d'Avalon, où il mourut de ses blessures. Son règne prit fin, mais son héritage demeura vivant. Excalibur fut retourné à la Dame du Lac, la gardienne de l'épée légendaire. La Bretagne sombra dans l'obscurité et l'oubli, mais l'espoir persista que, tôt ou tard, un nouveau roi se lèverait pour rétablir la paix et la justice. L'histoire du roi Arthur et d'Excalibur survécut à travers les âges, devenant l'un des mythes les plus emblématiques de la littérature et de la culture occidentale. La quête de l'épée légendaire et du roi juste continua à inspirer des générations de rêveurs et d'aventuriers, rappelant que, même dans les temps les plus sombres, la bravoure, la loyauté et la quête de la vérité pouvaient apporter la lumière et l'espoir. Il y a bien longtemps, dans les profondeurs des forêts d'Irlande, où les arbres centenaires s'élevaient vers le ciel, et les rivières murmuraient doucement, il existait une légende ancienne. Cette légende racontait l'histoire mystérieuse des fées qui dansaient sous la lueur de la lune. Les habitants du pays savaient qu'il ne fallait jamais s'aventurer dans ces forêts enchantées la nuit, car ceux qui osaient observer la danse des fées se voyaient infliger des sorts étranges et inquiétants. Au cœur de la légende, se trouvait un homme nommé Sean, un voyageur intrépide qui avait entendu parler des fées et de leurs danses enchantées. Sean avait grandi dans un petit village à proximité des bois, et depuis son enfance, il avait entendu les contes et les avertissements concernant les fées. Cependant, il était un esprit curieux et aventureux, et il ne pouvait résister à l'appel de la forêt mystique. Un soir d'été, sous la lueur argentée de la pleine lune, Sean décida de braver l'interdiction de son village. Il enfila des vêtements sombres, prit une lanterne et un petit pain, puis s'enfonça dans la forêt silencieuse. À mesure qu'il progressait dans les bois, les étoiles scintillaient au-dessus de lui, et le chant mélodieux des oiseaux nocturnes l'accompagnait. Sean avait entendu dire que la danse des fées avait lieu dans une clairière cachée, au cœur de la forêt. Il se dirigea donc vers cette direction, se fiant à son intuition. Au fur et à mesure qu'il avançait, il perçut des lueurs chatoyantes à travers les arbres, comme des étoiles tombées du ciel. Les lueurs semblaient se rapprocher, et le son d'une musique douce emplissait l'air. Il arriva bientôt à une clairière enchantée, illuminée par des centaines de lucioles, dont la lumière vacillante évoquait des étoiles filantes. Au centre de la clairière, un cercle de champignons lumineux formait une piste de danse naturelle. Des créatures gracieuses et lumineuses, les fées, tournoyaient en rond, leurs robes chatoyantes étincelant sous la lueur de la lune. La danse des fées était un spectacle à couper le souffle. Elles tournaient et virevoltaient, leur rire cristallin remplissant la clairière. Leurs ailes étincelaient comme des papillons, et leur grâce était enchanteresse. Sean était captivé par la beauté de la scène, oubliant tout ce qu'il avait entendu sur les avertissements concernant les fées. Soudain, un bruissement dans les buissons attira l'attention de Sean. Une fée, plus gracieuse que les autres, s'approcha de lui. Ses yeux brillaient comme des étoiles, et son sourire était irrésistible. Elle tendit la main à Sean et l'invita à danser avec elle. Sans réfléchir, Sean accepta son invitation, et ils se mirent à danser ensemble sous la lueur de la lune. La musique des fées l'envoûtait, et il se sentait léger comme l'air, comme s'il flottait dans un rêve. La fée et lui dansèrent toute la nuit, et Sean avait l'impression que le temps s'était arrêté. Le matin arriva, et le soleil commença à se lever à l'horizon.
Les fées, y compris celles qui avaient dansé avec Sean, se dispersèrent dans la clairière et s'évanouirent dans les buissons. La lueur magique qui illuminait la clairière s'estompa progressivement. Sean se retrouva soudain seul, sans même se rappeler le nom de la fée qui l'avait invité à danser. Il réalisa alors que la nuit était passée, et qu'il était resté dans la clairière enchantée toute la nuit. Inquiet, il se précipita hors de la forêt, craignant de subir les conséquences de son acte. De retour dans son village, Sean fut accueilli par des regards méfiants et des chuchotements. On lui dit que les habitants avaient prié toute la nuit pour sa sécurité, car il avait brisé la règle la plus sacrée en observant la danse des fées. Les fées étaient connues pour leur nature capricieuse et leur sens de la vengeance, et ceux qui les dérangeaient se retrouvaient souvent maudits. Sean commença à ressentir des sensations étranges dans les jours qui suivirent. Des événements inexplicables se produisaient autour de lui. Sa nourriture disparaissait mystérieusement, et des objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes. Les nuits étaient hantées par des rires lointains et des murmures dans une langue étrange qu'il ne comprenait pas. Un jour, alors qu'il marchait dans la forêt, Sean fit une découverte troublante. Il trouva un cercle de champignons semblable à celui où il avait dansé avec les fées. Dans le cercle, il découvrit une petite figurine d'argile qui ressemblait étrangement à lui-même. C'était une représentation détaillée de Sean, et elle était accompagnée d'un mot écrit dans une écriture délicate: « Pour avoir dansé avec les fées, ta destinée est désormais liée à la nôtre. » Les avertissements de son village se confirmèrent. Sean avait été ensorcelé par les fées, et sa vie prit un tournant étrange et mystérieux. Il essaya de trouver des moyens de rompre le sort, de demander pardon aux fées, mais ses tentatives étaient vaines. Les fées semblaient toujours l'observer, lui rappelant qu'il ne pouvait échapper à leur emprise. Malgré tout, Sean ne pouvait s'empêcher d'être attiré par la magie des fées. Il se risqua de plus en plus souvent dans les bois pour tenter de les apercevoir à nouveau. Cependant, à chaque fois, il était confronté à des épreuves plus étranges et terrifiantes. Il se perdit une nuit dans un labyrinthe de fougères, d'où il fut sauvé par un renard parlant qui lui indiqua la sortie. Une autre fois, il se retrouva piégé dans un marais sans fin, où des lumières folles dansaient dans l'obscurité. Les esprits des marais le tourmentaient jusqu'à ce qu'il soit secouru par une vieille dame, qui récitait des incantations pour les éloigner. Au fil du temps, Sean se lia d'amitié avec d'autres âmes malheureuses qui avaient subi le même sort que lui. Ensemble, ils partageaient leurs expériences étranges et cherchaient des moyens de briser la malédiction des fées. Cependant, chaque tentative se soldait par des échecs. Des années passèrent, et Sean vieillit, mais la malédiction des fées restait inchangée. Il comprit que son lien avec les fées était éternel, que sa destinée était à jamais liée à la leur. Bien qu'il ait perdu sa jeunesse et sa joie de vivre, il ne put s'empêcher de se sentir ému par la beauté de la danse des fées. La légende de Sean se répandit dans le pays, et il devint un symbole de curiosité et d'audace. Les gens racontaient l'histoire de l'homme qui avait osé danser avec les fées, malgré les avertissements. Ils se demandaient ce qui était arrivé à Sean, s'il avait payé un prix trop élevé pour sa curiosité. Finalement, Sean disparut des histoires et des légendes, mais la forêt enchantée d'Irlande, où les fées dansaient sous la lueur de la lune, resta un lieu de mystère et de magie. Les avertissements concernant les fées persistèrent, rappelant aux voyageurs de respecter la frontière entre le monde des humains et celui des fées. L'histoire de Sean et de sa danse avec les fées demeura un rappel de l'importance de respecter les mystères de la nature et de ne pas braver l'inconnu sans précaution. Les fées continuaient de danser dans l'obscurité des forêts, et ceux qui se risquaient à les observer étaient toujours confrontés à des destins étranges et enchevêtrés avec la magie des êtres surnaturels. La légende de la danse des fées persista, rappelant à tous que l'enchantement de la nature était un mystère qui ne devait pas être pris à la légère. La lueur de la lune brillait toujours sur les bois d'Irlande, où les fées dansaient sous le regard éternel de ceux qui osaient les observer. Il était une fois, dans les temps anciens de l'Irlande, une pierre sacrée appelée Liafel. Cette pierre était réputée pour avoir le pouvoir de reconnaître le vrai roi d'Irlande. On disait que lorsqu'un prétendant légitime s'asseyait sur la pierre, elle résonnait d'une manière magique pour annoncer le roi élu par les dieux. La légende de la pierre de Liafel était profondément ancrée dans la mythologie irlandaise, et elle suscitait l'admiration et la crainte. La pierre de Liafel était située dans la plaine de Tara, un endroit sacré où se trouvait le trône des hauts rois d'Irlande. Elle était une grande pierre plate, lisse et grise, ornée de motifs anciens. Sa réputation était telle que chaque prétendant au trône devait se rendre à Tara pour subir le test de la pierre. Si la pierre résonnait sous le prétendant, il était considéré comme le roi légitime. Si elle restait silencieuse, le prétendant était déclaré imposteur. À l'époque de notre récit, l'Irlande était plongée dans une période de conflits et d'incertitudes.
Les clans se disputaient le trône, et il régnait un climat de méfiance et de division. Le peuple irlandais espérait qu'un véritable roi se lèverait pour réunifier le pays et restaurer la paix. C'est dans ce contexte que nous faisons la connaissance de Cian, un jeune homme issu d'une lignée royale. Il avait entendu les récits sur la pierre de Liafel depuis son enfance et rêvait de devenir le roi qui apporterait la paix à l'Irlande. Cependant, il était conscient des défis qui se dressaient devant lui. Cian avait grandi dans un petit village, où il avait appris les arts de la guerre et de la politique. Il était un homme respecté pour sa sagesse et sa loyauté envers son peuple. Il avait également entendu parler d'un vieil homme sage, un druide nommé Dalan, qui possédait une connaissance profonde des anciens rituels et des pouvoirs de la pierre de Liafel. Cian décida de se rendre chez Dalan pour chercher conseil. Il parcourut une longue distance à travers les terres d'Irlande, traversant des forêts mystiques, des rivières tumultueuses et des montagnes escarpées. Après de longues semaines de voyage, il atteignit la hutte de Dalan, située dans une vallée reculée. Le druide Dalan était un homme sage, doté d'une barbe grisonnante et d'un regard pénétrant. Il accueillit Cian chaleureusement et écouta son histoire. Cian lui expliqua sa quête de devenir le roi d'Irlande et son désir de comprendre le secret de la pierre de Liafel. Dalan écouta attentivement et acquiesça. Il dit à Cian que la pierre de Liafel était en effet liée aux anciens dieux de l'Irlande, et qu'elle pouvait reconnaître le roi élu par les puissances supérieures. Il expliqua que pour être digne de s'asseoir sur la pierre, Cian devait entreprendre un voyage initiatique à travers l'Irlande pour prouver sa valeur. Ce voyage initiatique, selon Dalan, consistait en 3 épreuves. La première épreuve était de gagner la loyauté de 3 puissants alliés, chacun représentant une des grandes familles royales d'Irlande. La deuxième épreuve était de trouver un objet sacré, une relique perdue depuis des siècles, qui symbolisait la sagesse et le courage. Enfin, la troisième épreuve était de résoudre une énigme posée par les esprits anciens de l'Irlande, qui protégeaient la pierre de Liafel. Cian accepta le défi, déterminé à prouver sa valeur en tant que roi potentiel. Il partit en quête de ses 3 alliés, un par un, en voyageant à travers l'Irlande et en gagnant leur confiance par sa sagesse et son courage. Au fur et à mesure qu'il progressait, il comprit l'importance de l'unité dans la quête pour devenir roi. La deuxième épreuve s'avéra être un défi encore plus grand. Cian se rendit dans les montagnes du Connemara, où il chercha la relique perdue. Après de longues semaines de recherche, il la trouva dans une grotte cachée, gardée par un esprit ancien. La relique était un bâton sculpté orné de symboles anciens, et elle portait en elle la sagesse des anciens druides. La troisième épreuve était la plus mystérieuse de toutes. Cian se rendit à Tara, le site de la pierre de Liafel, et s'assit devant elle, méditant sur la question posée par les esprits anciens. Après des jours de réflexion, il eut une illumination soudaine et comprit la réponse à l'énigme. Lorsque Cian retourna chez Dalan, le druide sourit et lui déclara qu'il était désormais prêt à s'asseoir sur la pierre de Liafel. Il avait accompli les 3 épreuves et prouvé sa valeur en tant que roi potentiel. Dalan lui donna sa bénédiction et lui conseilla de se rendre à Tara pour se soumettre au test de la pierre. Le jour vint où Cian arriva à Tara. Les habitants de la région s'étaient rassemblés pour assister au test de la pierre de Liafel. Cian monta sur la pierre, un mélange d'excitation et d'appréhension dans le cœur. Lorsqu'il s'assit, la pierre se mit à vibrer doucement, puis à résonner d'une manière magique. Un silence respectueux s'abattit sur la foule, puis un cri de joie retentit. La pierre de Liafel avait reconnu Cian comme le vrai roi d'Irlande. Les dieux avaient parlé, et l'unité tant attendue était sur le point d'être réalisée. Cian fut acclamé comme le haut roi d'Irlande, et il jura de régner avec sagesse et compassion. Sous le règne de Cian, l'Irlande connut enfin la paix et la prospérité. Les clans se réconcilièrent, et le pays fut réunifié sous son autorité. Il gouverna avec justice, s'appuyant sur les conseils de ses 3 alliés et de Dalan le druide. Les dieux semblaient l'avoir choisi comme roi, mais il avait choisi de diriger en mettant en avant la valeur de l'unité et de la loyauté. Pendant son règne, Cian veilla à préserver la pierre de Liafel en tant que symbole sacré de l'Irlande. La pierre continua de résonner pour annoncer les rois légitimes, perpétuant ainsi la tradition qui unissait le peuple irlandais. À sa mort, Cian fut honoré comme l'un des plus grands rois d'Irlande, un homme qui avait suivi les épreuves imposées par les dieux pour devenir le roi véritable. La légende de Cian et de la pierre de Liafel survécut à travers les siècles, rappelant que la véritable royauté reposait sur la sagesse, le courage et l'unité, et que les dieux ne faisaient pas de choix à la légère.